mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied des cloves. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours en direct du Salon du Livre au Biel pour sa 22e édition Libre Libre. Libre Livre, avant-dernier jour, c'est pourquoi je vous invite à ne pas remettre votre visite. Venez nous rejoindre pour un brin de culture ou un moment de désinvolture sur le chemin de l'écriture. Et ce soir, le roman, la poésie et la jeunesse sont au sommaire de nos rencontres. On commence avec le docteur Carlo Acacerian. Carlo Acacerian, bonsoir. Bonsoir. Je dois dire monsieur, il faudrait le micro quand même, docteur Acacerian. Voilà. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur en pédiatrie. Vous avez été à la tête du département de pédiatrie de l'Hôtel Dieu et vous êtes auteur à vos heures perdues. Ben oui, comme j'ai pas mal de temps perdu à ce moment, donc j'écris pas mal. Alors, Un banc sous un noyer est votre 4e publication. On est loin de votre tout premier livre, Aïrig, mon père, alors que cette année est le centenaire du génocide arménien. Ça aurait été bien que ce soit l'inverse. Mais bon, avec Un banc sous un noyer, on est au cœur d'une famille patriarcale dans un village libanais qui s'appelle Sadekiye. Alors, un livre qui met en avant les chaînes qui font se ployer sous leur poids tout un système social qui perdure d'ailleurs. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dénoncer ? Dire que d'abord, j'écris pour moi. D'accord ? Si je trouve que c'est bon, Si vous trouvez un écho, c'est tant et mieux. comme j'aime toujours partager ce qui est bon avec les amis, je le fais partager. Exactement comme lorsque je découvre un bon vin, je ne le bois jamais seul, je le bois avec des amis. Et c'est comme ça que je suis venu à l'écriture, c'est comme ça que je fais lire. Si je trouve que ce que j'ai fait est bon, j'aime le partager, le faire partager. Mais ça vous plaît d'écrire quand même, parce que Ah vous oui. n'avez plus arrêté depuis. Mais non, c'est... Alors, qu'est-ce que vous aviez envie de dénoncer dans ce système social ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous aviez envie de dénoncer dans le système social de ce village ? Écoutez, ce que j'ai écrit jusque-là, c'était un tout petit peu l'évidence. Aïrig, mon père, ça a été presque les mémoires de mon père, d'accord ? Et puis le second livre, c'était sur les enfants, c'est tout à fait normal. Le troisième, je revenais toujours à l'Arménie, c'était l'histoire de notre génération à nous. Mais comme je suis libanais, donc j'ai voulu faire un 4e livre sur la situation libanaise. Et c'est pour ça que j'ai été vers le Liban profond. Et c'est par là où j'ai sorti ce dernier livre, qui est Un banc sous un noyer. Alors, système social où seuls les rêves et les souvenirs ont une chance de survie, où ils sont les seuls garants d'une certaine liberté finalement dans votre livre. Oui, bien sûr, parce que il y a de tout, d'accord ? Il y a de tout là-dedans. Le Liban profond, tel que vous en parlez, on a tendance à l'oublier. Or, il existe, il est partout. Il fallait juste un tout petit peu en profondeur pour le découvrir. On ne va pas maintenant parler de tailler tout ce qu'il y a dans le livre, bien sûr, où il y a tout le problème des libertés, des tabous, l'histoire, tout est là, d'accord ? Malheureusement, les choses n'ont pas changé depuis des siècles, c'est tout. Et c'est ça ce que j'ai voulu faire ressortir à travers l'histoire d'un fou et de son chien. On va arriver un peu au personnage du livre. Il y a Sadek Bey, cette Marie, sa femme, leurs enfants, Nour, Tarek, Nohra, le fils trisomique, et puis Hassib, le fils du commis, et Hana le fou, qui somme toute est le plus clairvoyant, quoique habité par une certaine forme de désespoir. Le fou entre guillemets. Mais justement, alors c'est sur ce banc que leur amitié va se sceller, et autour de ce banc que l'amour de Hassib et Nour va brièvement être possible. Encore une histoire d'amour impossible. Oui. Pour répondre un petit peu à toutes ces questions, je crois que ce livre est à lire 2 fois. Il faut lire la première fois ce qui est écrit, et la seconde fois, il faut lire ce qui n'est pas écrit. il faut lire entre les lignes. C'est pour ça, si vous avez remarqué, dans ce livre, il y a pas mal de silence. Oui, il y a beaucoup de silence. Il y a pas mal de silence. Et ça, je n'ai pas fait exprès, mais après coup, je trouvais que c'était bien fait. Pour la simple raison que lorsque l'histoire monte et grimpe, il y a un silence
Tout le monde attend à ce qu'on écrive ce qui s'est passé, mais là, je laisse le choix au lecteur d'imaginer ce qui s'est passé, ce qui fait que le lecteur participe un tout petit peu à l'histoire dans sa façon de voir les choses. Mais ce qui va se passer est assez classique dans cette vie de village finalement. Ce qui est intéressant, c'est comment vous arrivez justement à coudre la trame autour de ces personnages. C'est une société qui va basculer du côté des femmes avec la disparition de Sadek Bey et se retrouver du coup plus apaisée. Oui. Il y a tout. Il y a toute la société qui passe dans ce livre-là, finalement. Il y a le bey, bien sûr. Il y a le futur bey. Oui. Il y a l'abeille, d'accord. Il y a bien sûr les épouses. Il y a bien sûr les fils et les petits-fils. Et puis il y a à côté de ça les autres. Il y a tous les autres. Oui, qui ont l'air de compter pour des prunes. Et c'est plutôt l'histoire de tous les autres qu'on revoit. Qui ne voient jamais vraiment le haut du sommet. Voilà, c'est l'histoire de tous les autres qu'on voit à travers. Et comme c'est une histoire qui n'a pas changé depuis 100 ans, plus, et 200 ans peut-être, d'accord. J'étais pas né à l'époque, je ne sais pas, d'accord. C'est pour ça que, si vous remarquez, à la fin du livre, l'histoire recommence. Oui. Quelqu'un qui part, l'autre le remplace, ainsi de suite, et l'histoire recommence tout le monde. Manal est parti, Yanour à sa place, Hanna est parti, il y a Hassib qui va le remplacer. C'est absolument. Et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. Donc c'est un tout, il faut voir ça dans un mouvement. Il y a un mouvement dans ce livre-là. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne le voyais pas comme ça. Carlo Akatcharian, quel va être le thème de votre prochain livre? Oui, une fois que je l'ai terminé, je trouvais que c'était, malgré moi, que c'était bien fait. C'était malgré moi. Et le prochain livre, il va parler de quoi? C'est toujours quand on termine à peine le premier livre, on pense au second. Déjà à le trouver, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai des idées, il faut que ça mûrisse. Il faut que ça mûrisse. Merci beaucoup, Carlo Akatcharian. Il faut que ça fasse son chemin, puis va bien. Et bonne suite de programme. À la prochaine alors du coup. Merci. Il fait une petite pause et on se retrouve juste après. Il faudra partir d'ici. On voit tous les jours sur les écrans un champ de blé dans un champ de sang. Le monde est une porcherie. Il faudra partir d'ici. Viens dans les étoiles. Juste après le grand trou noir, il y a les étoiles. On s'en fout d'être éternel. Tout va si mal. Ça ira mieux dans le ciel. Viens dans les étoiles. Entre Mars et Jupiter, il y a les étoiles. Je t'allumerai. Joëlle Catan, bonsoir. Bonsoir Nanette. Vous êtes avocate et médiatrice, vous avez vécu en Équateur et vous résidez au Liban. En 2013, vous avez sorti votre premier roman, Parcours anonymes, et aujourd'hui c'est autour d'agitation, donc un recueil de poèmes de voir le jour. Alors ce recueil recèle de magnifiques photos, je voulais aborder la photo avant, que vous avez faites en Amérique du Sud avec votre propre objectif. Photographe aussi ? Apparemment, oui. En fait, j'ai voulu créer un nouveau concept, celui d'associer poèmes et photos, alors même qu'ils n'ont pas vu le jour simultanément, les photos ayant été prises pour le plaisir lors de mes différents voyages. Mais j'ai tenu à faire ce mariage de manière à ce que chaque photo reflète le thème du poème qu'elle accompagne. D'accord. Alors, l'écriture accompagne votre vie, mais comment s'est fait pour vous le passage de la prose à la poésie ? Lorsque des notes poétiques ont commencé à s'amuser entre elles, à se mêler et à s'entremêler en bavardant avec le turbulence de l'esprit, elles ont produit un tourbillon de pensées rimées que j'ai nommé agitation. Je vois que ça vous a toujours habité. Si vous déclamez ça aussi facilement, c'est que c'est à l'intérieur. Exactement. Et vous savez, Nanette, en fait, c'est la publication, après, la prose a été publiée en fait avant, mais c'est simplement la publication qui a précédé. Mais par contre, l'écriture, j'ai toujours écrit des poèmes. Les poèmes ont été composés dans la majorité au tout début de mon adolescence, et en tout cas, bien avant le lancement de mon premier roman, Parcours anonyme. Et vous les aviez laissés dans un tiroir ? Elles auraient pu rester classées dans un tiroir et non publiées, si ce n'est
que j'ai choisi, comme vous me connaissez, l'option la plus difficile, celle de ne pas les garder pour moi, mais de les partager, pour assurer un échange interactif avec les lecteurs, avec les lectrices, sachant que cette interactivité et ce retour ne sont possibles qu'après la publication. Est-ce que vous avez retravaillé certains de ces poèmes? Vous les avez écumés un tout petit peu? Ou certainement. C'était tel quel? Mais il m'a fallu attendre pour les retoucher, pour leur donner une note digne d'être publiée. Il fallait être stimulé, Nanette. Oui, mais le regard qu'on porte, quelque chose qu'on a écrit il y a 10 ou 15 ans en arrière, n'est absolument pas le même. Exactement. Et je vous dis, c'est le lancement de mon premier roman, Parcours anonyme, qui m'a stimulée. C'est l'enthousiasme qui m'a été communiqué par les lectrices, par les lecteurs, par mes amis, par mes parents, enfin les parents, je n'ai plus de parents, qui m'a donné cet enthousiasme. Et cet enthousiasme, justement, m'a poussé à associer des poèmes et des photos. Alors, vous avez connu de rudes épreuves. Est-ce qu'elles ont été le catalyseur de votre écriture? Il est normal d'identifier l'auteur à ce qu'il écrit, à ce qu'il compose. Forcément, ce qu'on écrit, c'est toujours un peu nous-mêmes, même quand c'est fictif. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ces agitations rimées ont trait certaines aux vibrations du monde extérieur, donc à l'existence, et d'autres au battement du monde intérieur, à tout ce qui touche le moi, mais dans toutes ses formes. De la première personne, je, nous, à la troisième personne, elle, il. Et vous savez, ce n'est pas toujours dû à l'humeur de leur auteur que les poèmes sont composés. Nous pouvons très bien composer des poèmes sombres en étant de très bonne humeur. Mais, à mon avis, c'est dû plutôt à la justesse du message à faire passer. Alors justement, pour moi, ce recueil, c'est aussi le recueil de la résilience, du chemin qui continue. Et pour illustrer ça, j'aimerais beaucoup lire, j'espère avoir le temps, un poème qui s'appelle « Ma vie ». Je la regardais voltiger au-dessus des vergers. Je sentais son souffle glacé quand près de moi elle passait. Insouciante, elle organisait ses plans sans me consulter. Je n'ai jamais réussi à la dompter. Elle semblait toujours dressée, comme une lame acérée, pour continuellement affronter des défis démesurés. Et bien que je lui répétais que loin d'elle désormais, ma douleur pourrait s'élever à des degrés animés, ma vie guettait toujours des périls à braver. Nanette, je vous interromps parce que vous avez choisi un des 4 poèmes que j'ai choisi de lire au cours de ma présentation, où j'ai été en fait exactement, ouais. Et j'avais l'honneur d'avoir comme conférencier le grand, l'unique Camille Mnassa, et d'être accompagnée au piano par la célèbre pianiste Joël Tabet. Et j'ai choisi justement Ma vie parmi les 4 poèmes que j'ai je trouve qu'il résume assez l'ambiance de ce recueil de poèmes. Il y a beaucoup de douleur dans ces poèmes, mais il y a de l'espoir. Je trouve que c'est très important. D'ailleurs, tout comme la photo de couverture l'indique, vous voyez, donc c'est sombre. C'est une photo que j'avais prise au Chili, à 4280 mètres d'altitude, au lever du soleil, derrière les Andes, à presque 6h30 du matin. Ce sont les geysers, donc l'eau bout au-dessous du sol à 90 degrés. Et à l'extérieur, il fait à peu près moins 19. Ça fait cet effet, bien entendu, tout le monde sait ce que font les geysers. Mais avec justement cette fumée, ce caractère sombre, si vous voulez, il y a cette lueur d'espoir qui rejaillit derrière les Andes. Elles sont magnifiques, les photos, Joël Caton, je tenais à vous le dire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce recueil de poèmes qui s'appelle Agitation. Je saisis cette opportunité, Nanette, pour vous dire que je suis ravie de vous retrouver ici même au Salon du Livre francophone de Beyrouth. Notre dernière rencontre littéraire remontant à environ 2 ans dans les studios de Radio Liban. Le regard professionnel que vous portez à l'égard de vos interlocuteurs, par vos questions et vos analyses, nous permettent de nous exprimer en toute liberté. Comme le thème du salon de cette année, Libre. Livre, et comme d'ailleurs le titre de votre émission Libre Cours sur Radio Liban, ce qui nous conforte à faire de nouvelles réalisations. Merci Nanette de nous accompagner, de continuer à nous accompagner aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci Joël Caton. On s'arrête pour une page publicitaire, on se retrouve juste après. L'image d'un voyage qui s'achève comme une nuit sans rêve.
c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Alain Brenas, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à la tête de l'école de cinéma de l'Alba. Toufi El Khouli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'Alba également et vous co-signez cet ouvrage qui s'appelle La ville méditerranéenne au cinéma. C'est un travail collectif, en fait, si j'ai bien compris, qui parle des villes de la Méditerranée, du bassin, en somme, au cinéma. C'est un travail de recherche, n'est-ce pas? Absolument. On s'est attaché à avoir en collaboration différents intervenants, auteurs, chercheurs de villes de tout le bassin méditerranéen. Alors, on dit tout le bassin, mais en fait, on n'a pas couvert évidemment toutes les villes, mais enfin sur les cinématographies les plus importantes de la Méditerranée. Alors, le cinéma de la région, c'est des cinémas de la région. En effet, c'est plusieurs cinémas nationaux, évidemment, mais toute l'idée, c'était de mettre ensemble en fait, un groupe d'enseignants-chercheurs pour travailler ensemble autour de la représentation des villes dans chaque cinéma national. Donc on a sollicité des intervenants et des enseignants-chercheurs d'universités européennes ou nord-africaines, des pays en question, qui ont accepté l'invitation et on a mis en place cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que vos recherches ont permis de mettre en exergue? Alors en fait, maintenant, c'est le premier jalon d'une démarche que nous essayons de mettre en place, qui est une vraie collaboration, une vraie activité à mettre en place entre les différentes écoles de cinéma, justement, de ce pourtour méditerranéen, pour mettre en place un projet plus ambitieux, c'est-à-dire d'un échange de cinéma. Il y aurait une collaboration au niveau de l'écriture. Entre autres, on travaille sur un projet, justement, d'atelier d'écriture qui serait partagé autour de la Méditerranée, et puis de coproduction. C'est-à-dire on est pour l'instant chacun dans son cocon, et l'idée, ce serait un peu de l'ouvrir. Et les jeunes ont l'avantage, justement, d'en avoir encore aucune inhibition pour cet échange. Alors on a déjà eu quelques expériences qui étaient avec l'Afrique du Nord, parce qu'on avait la langue d'enseignement en partage, donc ça avait facilité les choses. C'était le français en l'occurrence, parce que c'était avec la Tunisie et le Maroc. Mais le projet sur lequel on est en train de travailler sera beaucoup plus large. Donc la barrière de la langue sera moins présente peut-être. Et le projet justement, c'est de créer un réseau de réflexion et de production à ce niveau-là. Est-ce que cet ouvrage va servir de support à vos élèves? J'espère, d'un côté, parce qu'on est en train de développer finalement l'enseignement théorique à l'école de cinéma, qui est finalement une école d'art, donc on forme surtout des praticiens, mais l'enseignement théorique vient accompagner justement cet enseignement. Et ça fait partie finalement d'une série de projets de recherche qu'on est en train de mettre en place, justement, une sorte d'espace de réflexion pour nos étudiants et avec nos étudiants pour l'avenir, bien sûr, et j'espère que ce sera un premier jalon. Est-ce que justement vos étudiants sont dans la recherche alors qu'il est ou pas encore? Non, nous on a surtout, l'école forme des réalisateurs, des scénaristes, des directeurs de photos. Et il y a certains étudiants qui se dirigent vers la recherche à partir du master, mais malheureusement ils doivent ils le font soit dans d'autres départements en fait, au Liban, soit à l'étranger, surtout en France ou en Angleterre. Mais on n'a pas de master recherche en tant que soi, mais finalement l'enseignement pratique finalement doit être toujours complété par l'enseignement théorique et par la réflexion sur le cinéma. Et ce genre d'ouvrage en fait entre dans ce cadre. Alain Brenas, à qui s'adresse en dehors de vos étudiants cet ouvrage réellement? À tous les gens intéressés par le cinéma déjà dans l'absolu. Et puis beaucoup aux chercheurs, beaucoup aux universitaires, c'est-à-dire encore une fois, c'est-à-dire nous on voudrait mettre en place une réflexion. Donc j'espère que cet ouvrage, à travers justement sa diffusion, parce que le livre est édité en France, donc on aura une diffusion internationale. Et donc à partir de là, quand nous allons entamer des projets plus larges, ce serait un peu une carte de visite en quelque sorte. Si je comprends bien, c'est un tome 1 en d'autres termes. Exactement, c'est un tome 1 d'une aventure. Ce n'est pas un tome 1 de l'édition, mais c'est un tome 1 d'une aventure, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver très exactement dans la ville méditerranéenne au cinéma?
qu'est-ce qu'on peut trouver dans le livre? Alors donc il y a une série d'articles de collaborateurs différents avec des réflexions sur des réalisateurs en majorité, c'est-à-dire c'est une réflexion sur des réalisateurs qui ont été marqués par l'empreinte de leur ville. C'est-à-dire on a fait en sorte, c'est-à-dire que ce soit du travail où la ville avait sa présence en tant que ville, c'est-à-dire. Et donc c'est essentiellement ce qu'on retrouve comme travail. Alors là, je vais m'adresser à l'enseignant que vous êtes. Il y a eu sur ce salon un thème qui a été développé, qui est celui du bonheur à travers la créativité. Et on a entendu Nadine Labaquet parler justement du bonheur qu'elle ressentait quand elle faisait son film, le premier puis le deuxième. Aujourd'hui, les jeunes abordent justement cette créativité comment? Ils l'abordent différemment déjà, ils n'abordent pas chacun à sa manière, de manière parfois complètement tourmentée, ce qui est bon, ça dépend de la personnalité de chaque étudiant, mais c'est sûr que pour ce genre d'études, on ne les fait pas juste par contrainte ou par disons, conformisme social. C'est une vocation. Il y a des sacrifices finalement qui sont faits pour ce genre de formation. Ça passe ou ça casse d'une certaine manière, parce que finalement c'est un marché qui est sursaturé, mais en même temps c'est un marché qui reste très ouvert et il y a beaucoup de possibilités. Et quand il y a les étudiants qui s'engagent dans cette voie, finalement ils le font avec un amour quand même inconditionnel et ils sont prêts à tout, finalement, à part des années parfois de difficultés, mais pour arriver à un certain but. Je crois que c'est le cas de toutes les formations artistiques, et maintenant le cinéma quand même reste l'art dominant d'une certaine manière, l'art populaire par excellence. Et donc ça a ce pouvoir de fascination sur les jeunes et c'est ce qu'on essaie de développer. On essaie de leur faire passer cela et leur faciliter un peu le parcours, disons. Alors la ville méditerranéenne au cinéma est réellement très différente, qu'elle soit issue de l'Égypte, de la Grèce, du Liban ou de la France ou de l'Italie justement, l'Italie surtout, qui filme beaucoup les paysages. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bon, maintenant, d'une manière un petit peu très généraliste, la lumière. Je crois que ça, c'est le point le plus commun. Il y a une certaine, je ne vais pas dire une joie de vivre, mais une certaine manière d'envisager la vie qui est propre à la Méditerranée, c'est-à-dire. Maintenant, justement, c'est un petit peu une des raisons de ce genre de démarche, c'est que, à part ces deux points communs comme ça, des cinématographies différentes se sont développées. Et je crois que ce serait intéressant de revenir un petit peu à une réflexion parce qu'on a des points de convergence et que le cinéma pourrait traduire d'une manière beaucoup plus évidente. Mais je crois qu'essentiellement il y a la lumière, le soleil il y a une coloration, c'est-à-dire absolument, qui est propre à notre bassin. Alain Brenas et Toufi El Khoury, merci beaucoup. Je rappelle que vous signez La ville méditerranéenne au cinéma, donc je reviendrai vous voir pour le tome 2, si on peut l'appeler comme ça. Merci à tous deux. Au revoir. Je vous disais qu'il ne fallait pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne croyais pas si bien dire. On vient de m'informer que demain c'est Beyrouth by Bike et que donc pour arriver ici au Salon du Livre au Biel, il faut passer par l'immeuble du Nahar, la municipalité de Beyrouth, la Banque Audi et puis la rue François Hage, comme vous pouvez le voir sur l'image qui passe en ce moment sur vos écrans. Donc faites attention à votre itinéraire demain quand vous viendrez nous rejoindre au Salon du Livre. Voilà, là je reçois Gisèle Khayat-Aïd, bonsoir. Bonsoir Nanette. Alors vous êtes journaliste, maître de conférences, professeur et vous oscillez entre le Canada et le Liban. Est-ce que vous êtes partagé entre les deux? Certainement, par la force des choses. Alors vous avez publié 3 essais, mais là où le temps commence et ne finit pas est votre premier roman. Où est-ce que le temps finit? Où il s'arrête, Gisèle, pour vous? Il s'arrête là où on est bien, quand on a trouvé une dimension dans laquelle on se sent épanoui et on ne veut plus autre chose. Ça peut être n'importe où.
Alors, c'est un roman qui s'inspire de votre séjour au Togo, où vous êtes allé pour le compte d'une ONG. Votre livre, c'est une histoire d'amour entre un prêtre noir et une femme blanche, une histoire d'amour interdit avec tous les clichés qui entourent ce contexte et que vous bousculez avec une plume qui se veut très accessible quand même. Oui, c'est mon style. Je ne peux pas changer, mais je l'ai voulu cette fois-ci romanesque. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la fiction et j'ai inventé des personnages que j'ai placés dans une réalité qui, elle, est bien réelle. Et c'est comme ça que j'ai fait évoluer les personnages tout autour de ce décor qui était planté là par lui-même. Alors, qu'est-ce que l'Afrique pour vous, Gisèle Khayat-Aïd ? L'Afrique, c'est un continent dont on parle beaucoup maintenant, qu'il y a un boom et qu'il y a comme quelque chose qu'on découvre. Mais en fait, elle est encore très archaïque. L'Afrique que j'ai connue, c'est vraiment l'Afrique de la brousse où les gens ont de la peine encore à survivre. Mais aussi, l'autre pendant, c'est qu'ils ont gardé des valeurs. Ils sont toujours respectueux, ils sont corrects, ils sont réservés, ils sont gentils. Ce qu'on ne trouve plus beaucoup dans les pays. Il y a en Afrique un air de désuet, certes. Je ne sais pas si c'est désuet ou si c'est vraiment... Un air de désuet, je disais. Quand il vous aborde, il y a cette espèce de politesse poussée à l'extrême. Oui. Alors, il y a un quiproquo qui va s'installer entre les deux personnages principaux très très vite dans le livre. Parce que l'intrigue, en fait, c'est le quiproquo, et puis qui va évoluer avec les sentiments des personnages. Il n'y a pas beaucoup d'action, il ne va pas beaucoup se passer de choses, mais à travers des flashbacks, je vais remonter dans leur histoire personnelle pour expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre, quels sont les conflits d'identité qu'ils vivent et qui se traduisent par des réactions et des malentendus. Alors, vos personnages sont tous prisonniers d'une sorte de dualité, en fait. Oui, dans tout mon livre, il y a des paradoxes partout. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de la personnalité elle-même. Quelquefois, on vit des propres paradoxes. On veut quelque chose et on veut juste son contraire. On agit d'une façon alors qu'on voudrait être dans une autre situation. C'est comme ça partout dans la vie. Alors, les interdits, vous les débroussaillez très vite dans le roman. Une sorte d'invitation à dépouiller le surplus pour se recentrer sur l'essentiel ? Je ne sais pas si c'est une démarche qui a été voulue, mais j'aborde tout avec une certaine recherche d'une profondeur. Donc je ne peux pas décrire une suite d'événements si ça n'a pas de sens, si ça n'évolue pas vers quelque chose qui représente un message que je voudrais faire passer. Et cet essentiel, il passe forcément par l'amour, puisque finalement l'amour est en filigrane dans ce livre. Oui, différentes sortes d'amour, parce qu'il y a l'amour qui est, disons, physique, mais aussi l'amour avec un grand A. Avec un grand A. Ouais. Et l'amour du pays, l'amour de vouloir du bien pour des enfants. C'est une histoire qui tourne autour d'orphelins, qui se passe dans un orphelinat. Oui, il se passe plein de choses, mais on ne va pas tout dévoiler, parce que je sais que vous n'aimez pas dévoiler l'intrigue de ce livre. Non, parce qu'elle va jusqu'à la dernière ligne, et elle est bien tissée pour que le lecteur soit propulsé d'une page à l'autre pour savoir qu'est-ce qui va arriver finalement. Parce qu'il y a deux autres personnages qui rentrent aussi en jeu. Il y a, si vous voulez, une énigme. Vous planchez déjà sur votre prochain roman ou pas encore ? J'ai envie, disons, d'en faire un autre. Et il se situerait où ? C'est un peu trop tôt pour encore. pour en parler. Gisèle Khayat-Aïd, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre livre qui s'appelle « Là où le temps commence et ne finit pas ». Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. On s'arrête pour une page de publicité, on se retrouve juste après. Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Pour qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Michel Bussy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites des livres de suspense. Oui, tout à fait. Et le dernier né s'appelle Maman a tort. Elle a tort pourquoi, maman, Michel Bussy ? Ah, on dit pas quelle maman a tort, c'est pas toutes les mamans qui ont tort. Non, mais cette maman a tort. Voilà, c'est un petit garçon de 3 ans et demi en fait qui se pose la question est-ce que sa maman est sa vraie maman et donc voilà, pour lui effectivement sa maman a tort puisqu'elle lui cache des choses.
Et alors, pourquoi est-ce que sa maman ne serait pas sa vraie maman? Comment vous avez trouvé cette intrigue? En fait, l'intrigue est née plutôt de la mémoire d'un enfant de 3 ans et demi qui disparaît. On a très peu de souvenirs finalement avant 5 ans. Et donc, une grande partie de ce qu'on va vivre de 0 à 4 ans, par exemple, on va s'en souvenir à travers ce que nous ont dit les adultes ou les photos qu'on nous a montrées ou des images comme ça. Et donc, on ne sait pas si ce sont ces vrais souvenirs ou des souvenirs qu'on nous a inventés finalement. Et l'idée de ce roman est venue de ça. La mémoire d'un enfant qui est incertaine et puis surtout qui s'efface. Donc il y a une urgence parce qu'il faut découvrir la vérité avant que tous les souvenirs de cet enfant ne disparaissent. Alors vous faites souvent, enfin toujours presque, je dirais des romans policiers avec un revers psychologique. Là, vous vous intéressez à la mémoire de l'enfant très spécifiquement. Oui, voilà, j'essaye de faire des romans à suspense, presque plus que policiers, parce qu'il n'y a pas finalement beaucoup de flics dans mes romans. Là, effectivement, j'avais envie de parler de la maternité, de parler de le rapport entre une mère et un très jeune enfant. Et c'est vrai que c'était un des challenges, c'était de faire un des héros de ce roman, un petit héros de 3 ans et demi, et de voir une grande partie de l'intrigue policière à travers les yeux de cet enfant, qui évidemment transforme la réalité en quelque chose de merveilleux. C'est pas du tout un enfant qui est... traumatisé ou maltraité. Au contraire, il y a des contes pour enfants dans mon roman, donc c'est finalement, on cherche en permanence si cet enfant n'a pas trop d'imagination ou est-ce qu'au contraire, il a vraiment vu des choses étranges et qu'on veut lui, en tout cas, qu'il ne soit pas un témoin finalement, et on cache sa vérité. Alors l'imagination, c'est vous qui devez en avoir pour écrire des romans comme ça à suspense. Comment ça se passe? Comment ça vient? Là, c'est très mystérieux finalement l'inspiration, parce qu'on part toujours d'idées très très farfelues, comme là un enfant de 3 ans et demi qui raconte à son institutrice que sa maman n'est pas sa maman, alors que les parents sont des parents tout à fait normaux qui peuvent montrer leur livret de famille, leurs photos d'anniversaire et autres. Donc évidemment, ça ne fait pas plaisir aux enfants. Et donc on part d'une idée farfelue comme ça en se disant « et si c'était possible ?» Et après, on essaie de trouver des solutions tout aussi farfelues, mais qui tiennent la route et qui tiennent en haleine le lecteur. Et au passage, on essaye effectivement d'avoir des personnages forts et en plus de parler, là, en l'occasion, non seulement de psychologie, mais en plus, ça se passe dans la ville du Havre. Donc, je parle aussi d'éléments un peu sociaux. Il y a des héros qui sont au chômage. Enfin, voilà, il y a tout un fond aussi social du roman qui est important pour comprendre la psychologie des personnages. Alors, est-ce qu'on doit dire toute la vérité à un enfant, Michel Bussy? C'est toute la question de ce roman, c'est est-ce que pour protéger un enfant, il faut lui mentir ou pas? Les psychiatres disent souvent qu'il faut dire la vérité, sauf que quand on est parent, c'est moins facile à faire que cela. Et donc voilà, alors on pourrait transposer ça aux enfants adoptés, aux enfants qui subissent des traumatismes, la mort d'un proche, etc. Et c'est souvent difficile de dire la vérité aux enfants, et surtout que les enfants vont souvent transformer la vérité en quelque chose de plus merveilleux, parce qu'évidemment, pour eux, il n'y a pas de vrai, de faux, il n'y a pas encore de bien, de mal, et donc c'est plus facile pour eux de partir dans un imaginaire que d'affronter la réalité en quelque sorte. Et du coup, ça donne une bonne occasion pour un roman d'être à la fois dans quelque chose de très réel et d'être dans quelque chose où l'imaginaire peut aller assez loin finalement. Michel Bussy, merci beaucoup d'être venu nous parler de Maman a tort. Et je vous rappelle que si vous voulez venir au Salon du Livre demain, il va falloir vous diriger vers l'immeuble du Nahar, aller vers la Banque Audi, passer par la municipalité de Beyrouth et puis arriver jusqu'ici par justement l'itinéraire que vous pouvez voir sur vos écrans. On se retrouve après la page de publicité pour plus de romans. C'est un foulard lilas. On échangeait nos jeans. Les nuits n'existaient pas. Les années Caroline. Maya Nassar, bonsoir. Bonsoir Nanette. Premier roman pour vous qui avez fait des études scéniques et êtes copywriter. Alors du copywriting au roman, il y a quand même un pas à franchir. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait autre chose au fait. Dans les slogans qu'on écrit au copywriting, on concentre une grande idée en une ligne, par exemple 3 ou 4 mots. Alors là, c'est tout à fait autre chose. J'ai concentré, si vous voulez, une vie en 413 pages. Et ça a pris 3 ans. Alors, voilà. Ces 413 pages s'appellent Femme natale. Oui. Femme natale pour femme matrice?
Femme natale, à mon avis, parce qu'elle séduit comme une femme fatale, parce qu'elle aime et elle sait aimer comme une ville natale. Alors justement, Femme natale pour un rapprochement avec Ville natale, Beyrouth, qui est votre toile de fond dans tout le livre. Oui, tout à fait. J'ai tracé un parallélisme entre la femme et Beyrouth qui suivent au fait toutes les deux le même destin. Elles sont reliées. La ville et la femme, dans mon roman, elles sont reliées. Alors amour, désir, éphémère entre autres, sont des thèmes au centre de votre livre, portés par une plume percutante, voire crue de temps en temps. Ah oui, elle est crue comme la vie, parce que la vie, elle ne fait pas de cadeaux, elle n'embellit pas les choses, elle est crue. Et ma plume, je crois qu'elle est fidèle à ce que je suis, à ce que je ressens et à la vie aussi. Alors quel rapport justement avez-vous à l'amour et au désir et forcément que votre roman vous reflète un peu quelque part? Le rapport, il est trop grand parce que l'essence du bouquin, c'est la passion amoureuse, c'est le désir, c'est la souffrance qui, à mon avis, constitue un couple solide avec l'amour. La souffrance et l'amour, c'est un couple assez solide. Mais bon, le personnage principal dans ce roman est porté vers l'espoir. Mais s'ils forment un couple, ils peuvent se séparer aussi. Pardon ? S'ils forment un couple, ils peuvent également se séparer, l'amour et la souffrance. Tout à fait, mais il faut une certaine maturité de la passion et de l'amour pour accepter le fait de voir se séparer un jour. Alors justement, l'héroïne du livre est dans la quarantaine et vous aussi, vous êtes dans la quarantaine. Oui. L'heure des premiers bilans quand même? C'est tout à fait ça, oui. Je fais une introspection, si vous voulez, dans ce roman, pour un peu voir le bilan de toute une vie, les souvenirs d'enfance, de la guerre du Liban qu'on a tous vécu, et les souvenirs personnels, que ce soit amour, passion ou vision du monde vis-à-vis de la mort et des thèmes de grands thèmes de la vie. Maya Nassar, merci beaucoup. Je rappelle que vous signez Femme natale au Salon du Livre. Oui. C'est édité par Noir Blanc, etc. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci, on se sépare un tout petit peu, très brièvement, pour mieux se retrouver. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comment on parle, comme on le parle. C'est mon livre. Jean-Michel Biliou et Christophe Léon, vous êtes tous deux dans la jeunesse. C'est un vrai bonheur de travailler avec la jeunesse. Alors, il y en a un qui a un métier de documentariste. Exactement. Donc mon métier, c'est d'expliquer les choses compliquées aux plus jeunes, de les mettre à leur portée et également d'apporter des témoignages et de transmettre surtout des valeurs. C'est ce qui est important pour moi. Alors, c'est la vulgarisation en fait des faits qui nous entourent pour les rendre plus accessibles pour les jeunes. Exactement, c'est la vulgarisation qui, à mon sens, est un mot très noble, qui est souvent employé d'une manière péjorative, mais c'est un mot qui est, à mon sens, magique. Mettre à portée les connaissances aux plus jeunes, c'est extraordinaire, c'est ce qui va les faire grandir. Alors, l'écologie est à la source, c'est pour ça que la jeunesse vous intéresse, parce que ça commence par là, l'écologie quand même, chez les tout jeunes. Exactement, l'écologie c'est un des thèmes que je traite dans les 100 livres que j'ai pu écrire et c'est un thème qui m'est extrêmement cher. J'ai vu aujourd'hui dans la ville de Tilburg, dans le sud du pays, que les jeunes qui ont lu ce livre ont fait chez eux des gestes, ont bien compris les messages et pour moi c'est l'essentiel, c'est que le message passe. Christophe Léon, bonsoir. Alors vous, votre spécialité, ce sont les parias, les rebuts, les no-life comme on dit. Oui, mais aussi l'écologie. J'ai fait des livres notamment comme Le goût de la tomate sur la biodiversité. Oui. Je ne parle pas forcément des parias, mais surtout des sujets de société. Voilà, oui. C'est ce qui m'intéresse. Non, mais vous parlez beaucoup des laissés pour compte quand même. Ça dépend ce que vous appelez laissés pour compte. Oui. Les gens défavorisés, oui, Oui. je parle beaucoup pour eux et sur eux. Oui.
Alors, comment vous construisez vos livres? Qu'est-ce qui vous inspire la vie de tous les jours? Vous allez à la rencontre de gens qui vous racontent leurs histoires ou vous les imaginez tout le temps? Simplement, j'ouvre les yeux. Être un peu curieux, il suffit d'être un peu curieux pour pouvoir écrire. En fait, je les rencontre aussi. J'ai longtemps habité la Seine-Saint-Denis, donc pour un livre qui s'appelle De mieux en mieux, j'ai rencontré ces gens qui vivaient dans des immeubles. J'aime beaucoup parler de la réalité, de ce qu'ils vivent, de ce que les jeunes vivent. C'est ça qui est intéressant. Et quand je fais de l'écologie, c'est pas du documentaire, c'est de la fiction. Mais c'est de la fiction qui a... C'est pas un message. J'essaye d'apporter des graines et qu'elles poussent en eux, en fait. Christophe Léon, Jean-Michel Bignou, merci beaucoup d'être venu me parler de vos livres. Je vous remercie de nous avoir suivis et on vous retrouve demain, comme d'habitude, pour une dernière émission sur ce Salon du Livre. Au revoir, merci.